La fabrication additive, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Oui? Bien sûr, autant pour moi. Donc ça, c'est la fabrication additive. Ça se compare à la fabrication soustractive. Soustractive, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière. Ici, le but, c'est de venir ajouter la matière. Donc c'est quelque chose qui travaille comme ça. Alors c'est franchement accéléré, d'accord, hein? D'habitude, les technologies font quelque chose de l'ordre de couche de 30 microns. Et pour faire 30 microns, il faut à peu près 1 minute. Donc pour faire une hauteur totale de pièces, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Donc on compte en jours. D'accord? Un jour, 2 jours, sauf si le job est petit quand on fait un truc aussi haut. Mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut étaler de la matière avec la rack qui se déplace horizontalement et venir essayer de l'agglomérer par le dessus dans la zone jaune en question qui permet d'assembler la matière uniquement dans ces zones-là et de sortir avec la pièce. Ça, c'est le truc qui est assez connu actuellement de comment fonctionnent les techniques additives. Donc je ne vais pas trop m'épiloguer là-dessus. Mais cette manière de fabriquer une pièce, il en existe justement 7 aussi différentes. Donc il y en a qui utilisent des résines photosensibles, c'est-à-dire c'est un polymère liquide dans une cuve, et quand un faisceau laser ultraviolet le touche, ça durcit. Donc ça permet de durcir des pièces à certains endroits et de commencer à fabriquer, comme vous l'avez vu, plonger dans un banc, pour fabriquer des pièces en polymère photosensible. Il y a aussi moyen d'extruder du polymère sous forme de fil par une buse qui devient visqueux et qui peut être déposé à façon pour constituer une pièce, un peu comme si on ferait de la poterie, en tirant un peu de la terre comme ça. Material jetting, c'est la même résine qu'au début, sauf que d'être dans une cuve et d'être polymérisé sélectivement, là c'est des gouttes qui sont déposées aux endroits voulus et qui sont polymérisées de manière globale pour fabriquer des pièces qui peuvent être donc multimatières, un peu de la même manière qu'une tête d'impression papier peut déposer du bleu ou du rouge sur une même feuille de papier, donc on peut choisir où est-ce qu'on dépose les matériaux grâce à cette tête d'impression qui dépose du matériau. Polymère. Binder jetting, ici on est à une couche de poudre, le but c'est de venir coller la poudre à certains endroits avec une tête d'impression. Donc c'est encore une autre manière de faire. Et powder bed fusion, ici c'est l'art de fusionner avec un faisceau d'énergie, qui peut être faisceau d'électrons ou faisceau laser, différents endroits sur la couche de poudre qui permet donc de souder cette poudre et de fabriquer des pièces de cette manière-là. Direct Energy Deposition, c'est d'utiliser un robot 5 axes qui est capable de venir souder en 3D et donc de déposer les cordons de soudure soit à partir de poudre, soit à partir de fil, et de fabriquer une pièce un peu dans le même principe que le matériel extrusion qui le fait en polymère. Et il nous reste encore le sheet lamination, c'est une dernière, ça consiste à superposer des feuilles prédécoupées et en assemblant les différentes sections de pièces dans des feuilles qui peuvent être métalliques, de bois ou de papier ou ce qu'on veut, on peut ainsi créer des pièces en 3D. Ça, c'est en gros les différents principes. Vous pouvez aller voir, on trouve ça assez facilement sur Internet. En quoi est-ce intéressant par rapport aux techniques conventionnelles? Si on essaye de faire un graphe où on compare le coût par rapport au nombre de pièces, pour une technique conventionnelle, ça pourrait donner une courbe qui ressemble à ça. C'est-à-dire qu'une pièce, si vous la faites en grande quantité, ça ne vous coûte pas trop cher. Par contre, si vous devez en fabriquer une, ça commence à coûter très cher pour un moule, ça devient carrément prohibitif. Et on se retrouve donc avec une limite qui fait qu'en dessous d'un certain volume de production, certaines technologies conventionnelles deviennent prohibitives parce que ça coûte trop cher pour produire une si faible quantité de pièces. Si on essaye de comparer ça avec la complexité géométrique toujours sur la même courbe en fonction du coût, on se retrouve avec une tendance qui pourrait être comme ça pour le conventionnel. Ça veut dire que si votre géométrie n'est pas trop compliquée, alors ça ne vous coûte pas trop cher, et plus vous augmentez la complexité, plus ça coûte cher. Jusqu'à une limite technologique qui fait que géométriquement, certaines pièces ne peuvent pas être réalisables. Où se situent là-dedans les techniques additives par rapport aux techniques conventionnelles? En gros, c'est là-bas. C'est-à-dire vers la droite du graphe, parce que c'est toujours cher actuellement, hein, ça vous en êtes tous témoins. Mais ce qui est chouette, c'est que ça ne change pas, peu importe la complexité géométrique et peu importe le nombre de pièces. Ça donne un avantage certain par rapport aux techniques conventionnelles, puisque ça délimite 2 zones qui permettent de rendre les technologies intéressantes, les techniques additives intéressantes dans ces 2 zones-là. Ça veut dire des pièces compliquées en petite quantité. Si vous faites ça, alors c'est intéressant en technique additive. Tout le reste, il faut rester en technique conventionnelle. C'est un message qui ne passe pas assez souvent, mais il faut savoir que si votre pièce concerne un des cas du reste du graphe, il faut continuer à le faire en technique conventionnelle et pas en technique additive. Ça, c'est une première chose. C'est donc complémentaire. On connaît bien les avantages de l'usinage avec sa précision, on connaît bien le débit de fabrication que c'est faire la fabrication d'injections plastiques. Par contre, on sait qu'on a les restrictions géométriques dans les 2 cas. Il faut être capable d'ouvrir le moule et il faut que l'outil puisse avoir accès à toutes les géométries internes de la pièce. Donc c'est une limitation géométrique que peut donner la complexité, les techniques additives. Malheureusement, les techniques additives ne sont pas parfaites, elles ont des problèmes d'état de surface et de précision. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui, c'est pour justement montrer ces différents aspects-là qui font qu'elles sont complémentaires et pas full indépendantes. Ça, c'est différents sujets qui montrent à quel point les différents aspects des techniques additives sont matures ou pas actuellement. Le but de chaque point est d'arriver en bout de courbe, et là c'est le niveau de maturité. Et elle parcourt cette courbe
d'attente du public. Hein. Donc au début, ça fait un buzz, après on déchante un petit peu parce qu'on trouve les défauts, et ensuite on évolue courageusement jusqu'à la maturité technologique des différents aspects. C'est les courbes de hype de chez Gartner qui présentent ceci. Et donc chaque point commence ici, et il parcourt la courbe en un certain nombre d'années. Et chaque couleur représente en combien de temps chaque point y arriveront. Donc en ce qui concerne les prototypes, ça fait des années qu'on en fait en technique additive, c'est mature, c'est bon. En ce qui concerne par exemple les pièces automobiles, l'aérospatiale, le médical, les médicaments et l'oil and gas, chacun a son niveau de maturité, de pénétration dans les différents domaines. Donc il faudra plus ou moins de temps pour être accepté par les différents domaines. Et puis il y a les différentes technologies dont je viens de parler, les 7 familles, qui sont représentées en rouge, et il y en a qui sont plus ou moins matures que d'autres et qui arriveront plus ou moins à maturité assez rapidement. Vous pouvez regarder ça en détail de votre côté sur Google, ça se trouve assez facilement. Quelques chiffres. Est-ce que les techniques additives sont en train de stagner? Et dans quel domaine ils sont? Ici, vous voyez les chiffres jusqu'en 2016. Donc, depuis 2009 jusqu'à 2016, on a fait x6 en 7 ans. Donc, c'est quand même pas mal en termes d'évolution des produits et services. Oui, pardon, parce que c'est vrai que je n'ai pas indiqué ce que c'est. C'est les produits et services en millions de dollars. Donc, c'est pour vous donner un peu une idée de comment évolue le marché. Ça, c'est dans quel secteur c'est appliqué. On peut voir qu'à peu près tous les secteurs sont concernés. Donc, ce n'est pas que pour les domaines d'élite. Ça commence à vraiment se propager à travers les différents secteurs. Le médical, l'industrie, l'aérospatial, un petit peu partout. Ce qui les bloque souvent, c'est la validation des matières. Et pour quel type d'application? Il y a quelques années, on se concentrait essentiellement sur des prototypes, des choses, des petits gadgets qui ne marchaient pas bien, mais qui montraient au moins un petit peu ce que ça pouvait donner en vraies pièces. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la part de pièces fonctionnelles a méchamment augmenté, elle n'arrête pas d'augmenter d'année en année. Donc c'est fini l'époque où on faisait des jouets uniquement avec les techniques additives. Maintenant, on fait des pièces bien concrètes, bien réelles. Vous allez en voir quelques exemples. Des exemples de pièces, en voici. Donc ça peut être des tubulures très compliquées, des grands panneaux renforcés par des techniques d'époxy, des pièces multimatières, polymères colorées dans la masse ou pas, des éléments qui peuvent être flexibles, des éléments qui peuvent être assemblés directement en sortie machine, il n'y a pas besoin d'état de post-assemblage, des implants médicaux pour dire que quand même mécaniquement ça tient la route, et des géométries très allégées, très design. Ici c'est un siège de voiture en l'occurrence. Donc ça c'est des choses qu'on trouve assez facilement sur internet, et il y en a plein d'autres. Chaque mois il y en a des nouvelles images qui arrivent, donc c'est en pleine évolution encore une fois. Seulement il y a toujours ce problème dont on va parler aujourd'hui qui concerne l'état de surface, c'est-à-dire que quand vous fabriquez des technologies à base de poudre, des pièces à base de technologie poudre, on a le problème des grains qui, en périphérie, qui sont aussi collés, du cake résiduel, c'est une sorte de gâteau qui se forme autour des pièces, on va détailler chacun de ces points juste après. Et aussi des supports qui sont une structure assez embêtante, mais qu'on est obligé d'utiliser pour pouvoir maintenir la pièce pendant la fabrication, et qui malheureusement quand on l'enlève laisse des résidus sur la surface, on va voir comment. Et en même temps l'effet marche d'escalier, ça c'est assez classique puisqu'on fonctionne couche par couche, plus les couches sont épaisses, plus on voit un effet d'escalier sur la surface presque horizontale. Qu'est-ce que ces grains de poudre collants? Si vous faites un cordon de soudure à travers la poudre avec un faisceau laser, le paramètre pour garantir que la section soit constante et qu'aucun grain ici ne vienne se coller sur la surface malgré qu'il soit tout près, pour éviter ce phénomène-là, c'est presque impossible. Donc vous avez toujours, chaque fois que vous tracez un cordon de soudure, des grains de poudre du bain environnant qui viennent s'agglomérer. Donc c'est tout simple, si vous devez fusionner la zone de gauche et que la zone de droite est censée rester, pas faire partie de la pièce, quand vous essayez de souder, vous soudez ça très bien. Seulement quand vous enlevez la poudre et que vous essayez de l'aspirer, tous les grains qui étaient trop proches de la surface sont venus se coller dessus. Et donc vous avez une surface qui n'a rien de conventionnel et qui ressemble à plein de grains de poudre avec une rugosité très variable. Ça c'est le problème numéro 1 qu'on a dès qu'on utilise une technologie à base de poudre. C'est qu'il n'y a rien qui coupe net tous les grains qui pourraient être à proximité de la surface et qui fait que c'est super lisse. Ça se comprend, je pense, assez facilement. Ça vous donne des états de surface aussi moches que ça. Donc ça, pour des pièces aéro ou des choses très poussées, des engrenages très précis, ça ne peut pas marcher. Je sens qu'un grain de poudre, voilà, vous avez l'échelle ici en dessous, 100 microns. Donc c'est inférieur à 100 microns, donc c'est assez rugueux. Et quand on coupe, on a le cœur de la matière et donc une rugosité loin d'être conventionnelle. Le cake. Quand vous fabriquez une pièce, il y a un environnement thermique assez particulier qui fait que vous arrivez à fusionner vos pièces, mais le problème c'est que la poudre qui est autour est aussi affectée thermiquement. Et elle subit ce qu'on appelle une sorte de fritage, c'est-à-dire qu'elle s'agglomère en morceaux qui tiennent assez bien et que la poudre n'a plus ses propriétés fluides d'écoulement. Et donc malgré que vous enleviez les pièces, la poudre, comme vous voyez, elle colle dessus, elle tient bien, elle est fritée dessus. Donc ça, il faut réussir à l'enlever et ça laisse encore des résidus de poudre. C'est valable pour le métal, ici c'est une machine par faisceau d'électrons de type Arkham, mais c'est aussi valable pour le polymère. Comme vous voyez, le bloc de poudre ici, il tient tout seul. Donc c'est un cube de poudre polyamide blanche, ça tient tout seul, il faut vraiment y aller à la main, à la brosse, et ainsi de suite pour réussir à l'enlever. Donc s'il y a des techniques de finition qui permettent de s'affranchir de ce cake et de l'enlever
en automatique, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Les supports c'est quoi? Vous avez votre pièce ici, ou là, et tout ce qu'il y a en dessous, ce sont ce qu'on appelle les supports. Donc c'est une géométrie assez légère, hein, tout en maillage le plus possible, qui est normalement facile à enlever, et son but est d'évacuer la chaleur et empêcher la pièce de se tordre. Si vous ne faites pas ça, votre pièce, vous ressortez n'importe quoi en sortie machine. Donc vous êtes obligé de créer ces supports qui sont, quand vous faites une pièce métallique, qui sont en métal. Donc c'est dur à enlever, c'est dur à casser. Si vous n'en mettez pas, ça se passe très bien pour les surfaces plus ou moins verticales, et plus vous approchez de l'horizontale, moins bonne la dissipation thermique, parce que la poudre est un isolant thermique. Donc vous retrouvez, malgré que la géométrie soit censée être la même, vous retrouvez avec des résultats tout à fait différents à cause d'une mauvaise évacuation thermique. Donc vous avez besoin de supports, sinon vous avez ça. Et le problème, c'est qu'ici, vous voyez par exemple une prothèse dentaire, donc quelque chose qu'on vient mettre contre le palais, et vous voyez le nombre de supports qui sont toutes les tiges verticales qu'il faut enlever. Encore une fois, c'est des techniques de finition à envisager pour pouvoir enlever ça, si possible, de manière automatique, mais c'est très difficile évidemment dans ce cas-là. Ici encore une pièce blanche, et tout ce qui était en noir ici, c'est la même pièce mais avec les supports. Donc les supports, c'est toute la matière noire, et la pièce, c'est la matière blanche. Ici encore, vous voyez des géométries métalliques, tout ça et tout ça, c'est des supports, ainsi que ça, et tout le reste, c'est la pièce. Donc il faut s'affranchir de ça, évidemment comme c'est soudé sur la pièce, ça laisse des morceaux quand on les casse à la pince ou autre, post-traitement. Voilà, donc typiquement c'est comme ça qu'on les enlève, hein. C'est à la pince, c'est en frottant, quand c'est polymère ça peut aller. Ici il y en a qui les cassent au tournevis, qui utilisent une Dremel, mais il reste toujours des petits morceaux que vous voyez accrochés. Et ici pareil, quand il y en a qui le font, il reste plein de morceaux de support qui restent accrochés sur la surface, et c'est moche, personne n'en veut. Donc il faudrait une technique de finition capable d'enlever ce genre de rugosité. L'effet de marche d'escalier. Quand vous êtes parfaitement horizontal, il n'y a rien, il n'y a qu'une seule couche, tout va bien. Et puis quand vous montez un petit peu, vous voyez cet effet de marche, surtout pour les couches assez épaisses, les couches de fabrication assez épaisses. Ça vous donne ça. Plus vous approchez de la verticale, moins cet effet se voit. Mais pour une surface quasiment horizontale, pour les fortes épaisseurs de couches, vous avez une surface assez moche quand vous essayez de faire des trucs esthétiques qui vous font ça. Ici aussi, on voit peut-être pas très bien, mais on voit comme des courbes de niveau. Encore une fois, c'est un état de surface dont on aimerait bien s'affranchir en polymère, pour réussir à avoir quelque chose de lisse et présentable. On se retrouve sur un problème lié à la rugosité. Le problème, c'est que ces différentes configurations de rugosité ont le même RA, et c'est la valeur qu'on entend tout le temps parler quand on parle de surface, c'est le RA. Le problème, c'est que si vous essayez d'utiliser de la tribofinition par exemple, post-traiter ceci en RA et réduire sa rugosité va être très très facile. Post-traiter ceci en RA par tribofinition va prendre beaucoup plus de temps. Donc caractériser les pièces avec uniquement la valeur de RA, en technique additive, ça n'a plus trop de sens. Il faut réussir à envisager d'autres choses. Notamment par exemple, ce qui concerne ici RPK et RVK, bon, ça dit à peu près quelle proportion il y a de pics et quelle proportion il y a de vallées. Donc typiquement ça, il y a un gros RVK, ça il y a un gros RPK, okay, beaucoup de pics ou beaucoup de vallées. Ça va permettre aux techniques de finition de pouvoir voir quelle durée de traitement elles devraient peut-être adapter en fonction de ce genre de rugosité. Ici par exemple pour deux technos qu'on a fait chez nous, on voit que la SLM a un RVK, donc des vallées pas trop épaisses comparé au Electron Beam Melting. Donc pour faire simple, ça c'est la SLM, ça c'est l'EBM. Donc post-traité de l'EBM va être beaucoup plus dur en termes de tribofinition par exemple. Il y a beaucoup plus de matière à enlever pour avoir une même pénétration dans la masse, par exemple. Est-ce que c'est pour rien qu'on fait traitement de surface? C'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein, c'est super important. Exemple mécanique. Ça, c'est des surfaces as-build, mais heat-treatées ou pas. Vous avez les propriétés de fatigue qui sont là. Si maintenant vous ne faites que réusiner vos éprouvettes, donc pour que vous donniez un bon état de surface, vous retrouvez avec ces courbes-ci. Et pour info, la courbe rouge là, c'est la meilleure des noires ici, que j'essaie de recaler. Donc on voit clairement l'impact de l'usinage, d'accord? Pour les mêmes pièces, même traitement, dès que vous usinez, c'est fini, ça change toute la donne. Or, vous avez vu les géométries qu'on a, commencer à essayer de post-traiter des surfaces aussi complexes que ce qu'on a vu là-bas, ça devient très compliqué. Et tout le monde veut que ça soit applicable à n'importe quelle géométrie et des techniques de finition. C'est la problématique qu'on soulève aujourd'hui. Parce qu'on peut aussi faire ça pour des raisons esthétiques, hein. Bon, polir ça, si c'est manuel, ça prend plein de temps. Ça serait bien qu'il y ait des techniques automatisées, mais qui respectent les angles, parce que forcément, si c'est trop brutal, ça va casser les angles, arrondir les angles en termes de finition. Donc c'est vraiment une problématique actuelle de savoir comment est-ce qu'on post-traite les pièces de technique additive qui sont très fines, très élancées, très fragiles, et de manière pourtant automatisée, on aimerait bien pouvoir le faire. Post-processing, on va en parler un petit peu. Donc ceux-là vont être investigués dans d'autres présentations qui vont suivre, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais chez Cirrus, on a aussi fait quelques autres tests, notamment pour... on va en parler. Donc qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est chimique, électrochimique. Il y a aussi du électrochimique sec. Ça peut être aussi intéressant pour certains aspects.
Le sablage, le procédé Bink Best in Class, c'est des techniques dont on entend parler, on va en parler aussi. Tout ce qui est tribofinition et tout ce qui est tribofinition à haute énergie. On va voir aussi un petit peu les détails. Donc, dry electropolishing, ici en fait, en gros, c'est un électrolytique sous forme de sable. C'est ça ce qui change, c'est que c'est plus un liquide, c'est du sable. Et ils vendent des états de surface pareils. Donc, si c'est fait à la main, ça donne ça, et si c'est fait avec leur process, ça donne ça. Bon, c'est très vendeur, il faut voir derrière comment ça marche, ce genre de choses. Donc, c'est électrochimie. Plongé dans un seau, il y a une sorte d'abrasion aussi. Cette chose tourne à l'intérieur du sable et elle est connectée électriquement. Donc ça érode principalement tout ce qui est pique et ça ne va pas dans les creux puisque c'est sablé et pas liquide. À creuser par vous-même si vous voulez. Rosler avec son tribofinition. Donc ici on voit une sorte de bétonneuse on va dire dans laquelle on sait mettre les pièces polyamides pour enlever le cake plus facilement par microbillage. Donc c'est un procédé semi-automatisé qui peut faire ça. Ou alors du spray d'agent chimique qui peut faire de la corrosion plus de la compression par du microbillage. Donc les deux peuvent être combinés, ça c'est post-process qui fait ça. Le procédé Best in Class, donc personne ne sait trop comment ils font, mais on leur donne ça, ils sortent ça. On voit qu'ils respectent pas mal les angles. C'est assez compliqué à expliquer, c'est une boîte noire. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais voilà ce qu'ils sortent. D'accord? Si vous avez des infos, on est preneur. Ça c'est l'équipement qu'on a ici chez nous, donc le REMCHEM. C'est des bols de tribofinition dans lesquels on ajoute un agent chimique qui permet de corroder la surface du titane typiquement, et ce faisant il est plus friable et donc les cuberdons de tribofinition permettent de le casser plus facilement et donc d'éroder d'une autre manière le procédé. Ils ont proposé aussi un procédé plus rapide qui permet de faire à peu près la même chose mais en corrodant différemment. L'ablation jet d'eau, c'est un test qu'on a fait aussi, donc si vous voulez voir ces pièces-là, elles sont dans les vitrines ici devant. Donc c'est une sorte de Karcher super puissant qui permet de traiter la surface et ça fait ces différences-là. Donc ça a été traité, ça a été non traité. C'est peut-être mieux d'aller le voir dans la vitrine carrément pour avoir un meilleur rendu. Le high speed tubbling, donc c'est de la tribofinition mais avec de l'énergie, c'est-à-dire que vous mettez les pièces dans un tambour qui tourne sur lui-même. Et chaque tambour tourne autour d'un axe principal. Donc ça peut tourner assez fort avec beaucoup d'énergie. Ça permet de réduire pas mal les durées des traitements. Donc ça peut aller franchement plus vite. Et on a les états de surface ici. Donc vous avez avant, après. Ça c'est des pièces qu'on leur a envoyées pour essayer d'investiguer un peu la techno. Encore une fois, ces pièces sont dans les vitrines ici devant. Il y a aussi une autre variante de chez Rosler qui fait à peu près pareil, sauf qu'ici ça tourne de cette manière-là. Les conclusions. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les techniques additives ne font pas des rugosités conventionnelles. Quand on utilise un outil, c'est répétitif, c'est toujours le même segment qui vient les mêmes. C'est la passe d'outil qui fait que ça fait quelque chose de cohérent. Donc un RA dans ce cas-là est suffisant. Ici, il faut commencer à essayer d'avoir d'autres manières de caractériser les géométries, parce que ça donne vraiment des rugosités très différentes de ce qu'on trouve dans le conventionnel. Le problème aussi, c'est qu'on fait des pièces de plus en plus allégées, de plus en plus difficiles à se référencer dessus, de plus en plus difficiles à maintenir, à traiter parce qu'elles sont plus fragiles, plus légères. Donc il faut réussir à trouver des techniques qui vont traiter la surface sans pour autant endommager les pièces. Et malheureusement, de toutes les techniques qu'on peut voir, il n'y en a pas une qui est full option. Ça marchera bien pour certains cas, pas pour d'autres, pour certaines géométries, pas pour d'autres. Et c'est un peu toute la problématique d'aujourd'hui qu'on va envisager.